L'invité. Pierre Boucard, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur de la radio Sun à Nantes. C'est une radio associative de catégorie A. Alors, avant de parler de ta radio, parle-nous de toi et de ton parcours. Qui es-tu, Pierre? Moi, je suis un amoureux de la radio. Je suis tombé dans la radio quand j'étais très jeune, je pense autour de 8-10 ans. J'ai baigné dans le paysage radio pirate et des premières radios libres au début des années 80. J'ai goûté aux radios mandarines, ITFM et autres radios convergence dans un premier temps à Nantes. Et puis après, le son d'RFM m'a accompagné sur une partie de mon adolescence. Et puis très vite, en fait, ce média m'a tellement passionné que j'ai commencé à récupérer des plans pour fabriquer des émetteurs. Et très vite, je me suis installé dans le grenier de chez mes parents pour faire mes premières émissions pirates depuis ce grenier. J'ai poursuivi en proposant à mes copains de venir le samedi après-midi et le dimanche faire des émissions. Et du coup, voilà, la structure de la radio s'est constituée de cette manière-là. Donc, tu faisais de la radio pirate en quelle année? J'ai commencé à faire de la radio pirate en 87, quelque chose comme ça, 86, 87. C'était les premiers. Mon premier émetteur, c'était un petit micro HF que j'avais démonté. J'en avais récupéré la carte, les petits micros qui permettaient d'émettre sur la radio. Donc j'avais déjà commencé à le transformer pour mettre une antenne qui permettait d'émettre un peu plus loin. Et puis après, on avait un super magasin d'électronique à Nantes qui proposait des kits d'émetteurs de 5 watts, 20 watts. Et là, ça commençait à être intéressant pour couvrir un peu plus que le pâté de maison, quoi. Et donc, les copains du collège commençaient à pouvoir m'écouter. Et puis, venaient faire des émissions l'après-midi à la maison. Alors, quand est-ce que tu bascules du coup plus dans le mode officiel de la radio? En fait, c'est en poursuivant. Ensuite, je fais des études d'informatique et d'électronique. En 96, je suis à l'IUT. Et puis, on fait une demande officielle au CSA pour avoir notre première fréquence temporaire. C'est sur le 100 MHz à Nantes. Et puis là, on commence vraiment à structurer une équipe. On est déjà une association, donc on a une configuration où on est une quarantaine de bénévoles avec des émissions un peu différentes. À l'époque, il n'y avait pas de radio universitaire non plus sur Nantes. Il y avait que les historiques, Jet FM, Alternante, Fidélité. Donc il y avait aussi de la place pour avoir une offre un peu différente et puis proposer à des étudiants de venir faire des émissions. Et puis là, on commence vraiment à créer des programmes et puis à mettre en place l'identité sonore, l'identité aussi visuelle de la radio avec une présence sur des événements, le fait aussi de pouvoir commencer à imaginer de faire des directs en extérieur. Et puis voilà, de fil en aiguille, on structure le projet. On a des passionnés aussi de radio, des nostalgiques de la radio des années 80 qui nous rejoignent. Et puis la radio prend une nouvelle position aussi dans le paysage parce qu'on commence déjà à avoir des retours d'auditeurs malgré notre statut de radio temporaire. Donc ça nous motive pour aller plus loin. Alors, dès le début, tu as choisi un statut de radio associative. Alors, en mode temporaire, disons que c'est assez classique. Mais après, même pour les autorisations permanentes, tu es resté dans ce statut associatif. Pourquoi c'était important pour toi? En fait, j'ai toujours été attiré par la diversité des contenus, par le fait aussi que la radio permette à des gens passionnés de parler, de partager leur amour de la musique, leurs idées. Et donc, le statut associatif correspondait aussi à cet état d'esprit-là. En fait, je pense que j'étais très attaché à ce que faisaient les premières radios pirates sur Nantes. Et l'aspect un peu lisse et formaté des radios commerciales m'ennuyait. Donc en fait, je voyais à travers le statut associatif la chance de pouvoir proposer une diversité
de contenu, de pouvoir aussi prendre des risques en matière de programme. Et donc c'est ce statut-là qui correspondait le mieux à l'état d'esprit dans lequel je suis. D'accord. Alors à partir de 2005, tu obtiens une autorisation permanente. Alors je crois que c'était en partage de fréquence au début et puis après une fréquence entière. Alors C'est ça, 2001. En 2001, on a notre première fréquence définitive après de longues années de bataille. Et en fait, fin 2003, début 2004, on commence à émettre 24 heures sur 24. D'accord. Alors, qu'est-ce que Sun aujourd'hui? À quoi ça ressemble? Comment elle fonctionne? Quels sont ses programmes? Alors, on est aujourd'hui une équipe de 7 salariés, dont 2 journalistes. Il y a 90 bénévoles. On a 3 studios, un sur Nantes, un à Cholet et un récemment ouvert sur Saint-Nazaire. On a 4 fréquences donc sur ces différentes villes, et on est aussi sur La Roche-sur-Yon. La radio là qui a maintenant 25 ans a beaucoup changé là depuis sa création, parce qu'on essaie de travailler sur un programme musical un peu original, de l'info locale, il y a des émissions musicales, et puis il y a un rendez-vous important aussi hebdomadaire qui s'appelle le Sun Music Addict, qui est un rendez-vous qui met en avant les artistes de la région, les talents de la région, qui viennent se produire en direct dans nos studios le vendredi soir. Donc après, le contenu en lui-même garde un peu sa couleur, on va dire, associative à travers des programmes qui sont produits le soir par les bénévoles. En journée, donc c'est plutôt musical avec des temps d'information qui sont produits par l'équipe de journalistes. Et la porte des studios est plutôt ouverte aux bénévoles, au programme bénévole le soir. Et puis à travers des chroniques qu'on retrouve en journée. On a aussi installé récemment des temps qui permettent de mettre en avant les agendas par ville. Donc ça permet aussi de parler de la vie locale et puis de ce que proposent les structures culturelles dans chacune de ces villes, puisque sur les 3 zones, on propose un programme spécifique. Donc on a des troncs communs dans la journée, et puis aussi des décrochages spécifiques qui permettent de se rattacher spécifiquement à la zone de Nantes, celle de Cholet et celle de Saint-Nazaire. Sun, c'est le son unique. Alors ça émet sur le 93 FM à Nantes, ainsi qu'en DAB+, 87.7 FM à Cholet, et aussi en DAB+, à Saint-Nazaire et à La Roche-sur-Yon. Alors, il y a aussi des déclinaisons de Sun, des web radios. Parle-nous de ces déclinaisons. Alors l'idée d'avoir eu des web radios, c'est aussi c'est un format qu'on a mis en place pour répondre aussi à un besoin qui était exprimé par l'équipe, du fait d'avoir des personnes qui étaient passionnées de jazz, de rock, de musique classique, etc. On a pris la peine en fait de travailler sur des programmes musicaux spécifiques qui diffusent des morceaux qui n'auraient jamais leur place, ou en tout cas qui n'ont pas forcément la possibilité d'être diffusés en journée sur Sun, et qui mettent aussi en avant des artistes locaux. Donc c'est ce mélange-là qui fait l'originalité de ces web radios. Puis on a une autre web radio qui s'appelle Sun Junior, où là il y a vraiment une réflexion de mettre en avant les productions qui sont réalisées dans le cadre d'ateliers, parce que Sun est aussi fortement impliqué dans l'éducation aux médias. Enfin, pour nous, comme je te disais tout à l'heure, je suis attaché aussi au statut associatif, parce qu'il y a une idée de transmettre des choses, et puis de transmettre aussi cette passion de la radio aux plus jeunes. L'outil radio, il est magique aussi pour ça, c'est que on peut exprimer des opinions, des idées à travers juste un micro. Et c'est vrai que le fait de voir encore des enfants prendre du plaisir à découvrir la magie de ce média, c'est quelque chose qui nous porte. Et donc dans le cadre de Sun Junior, on diffuse les contenus qui sont réalisés avec Axel à Cholet, et on a vraiment une programmation musicale aussi pareil qui leur est destinée et qui permet en fait de toucher les plus jeunes. Donc c'est vraiment la version junior de Sun, avec cette particularité de diffuser vraiment des contenus. On n'est pas sur un format purement musical, mais il y a vraiment des chroniques spécifiques qui vont
permettent à ces jeunes de valoriser le travail qu'ils ont pu effectuer, soit avec leur classe, soit avec leurs copains, dans le cadre de ces ateliers. Et on va d'ailleurs écouter tout de suite un extrait de Sun Junior, donc la déclinaison de Sun pour les jeunes publics. Hey! Salut les petits lus! C'est moi, Patrick le robot! Vous ne m'avez pas oublié, j'espère? Durant 3 épisodes, nous parlerons d'un sujet qui est très important pour l'humanité, l'avenir de l'eau. Le saviez-vous? Sur les 7 milliards de terriens, 2 milliards n'ont pas un accès satisfaisant à l'eau potable. And now, it's English time. Hello, nous sommes les élèves de la section internationale de l'école Anatole de Monzy à Nantes. Cette année, nous reviendrons régulièrement sur l'antenne de Sun pour vous parler en anglais, le tout en s'amusant. C'est ainsi que l'oiseau et le vieil homme devinrent inséparables. Une tendresse profonde les unit. Nazakeji reprit ses promenades en forêt, mais n'emmenait pas Bidori avec lui, de peur de le perdre. T'es ronchonchon, toi, oui. T'es ronchonchon. Toi, t'es fâché, toi, t'es grincheux, toi, t'es ronchon. Mohamed est un jeune migrant de 20 ans qui vient de Côte d'Ivoire. Il est parti de son pays il y a maintenant 2 ans. Il nous a raconté son parcours. En fait, je suis parti de mon pays parce que j'ai eu pas mal de difficultés. Voilà, c'était un extrait de Sun Junior. Alors, on a parlé du DAB+, donc Sun est présente sur le DAB+, et toi-même, tu as été un fervent défenseur de cette technologie depuis assez longtemps. Tu as notamment été un acteur fort sur les tests qui ont été effectués sur la métropole nantaise dès 2010, c'est-à-dire bien avant les autorisations officielles qui sont arrivées 10 ans plus tard. Oui, en fait, on a vraiment cru en cette technologie. En fait, en étant passionné de radio et du modèle hertzien, on a défendu l'idée que l'avenir était au numérique et qu'il fallait déjà se lancer dans ce qu'allait être l'avenir de la radiodiffusion. Donc le DAB+ paraissait la norme la plus pertinente, et pour des raisons on va dire techniques, et puis pour des raisons économiques. C'est vrai que la bataille a été longue, on a été précurseur en fait sur ce sujet-là, comme on l'avait été aussi sur le PSD filant. On avait été les premiers en France avec Radio Classique à proposer d'afficher sur le PS les noms des morceaux qui étaient diffusés sur l'antenne. Et en fait, il y a vraiment aussi cette idée de tester des choses. Alors toutes les expérimentations qu'on a menées sur différentes choses, parce qu'on avait aussi testé le dark, qui était donc une techno qui permettait de diffuser de l'HTML à travers la FM, et qui s'était soldé un peu par un échec, parce que c'était relativement peu fiable. Mais il n'empêche que voilà, le modèle de Sun, c'était aussi de tenter des choses, de voir techniquement ce qui était possible de proposer en matière de contenu et d'innovation autour de la radio. Et on a développé aussi, on a lancé en 2014 une offre, en tout cas un service sur l'antenne, qui est un service de dédicace à la demande, qui fait que les auditeurs en temps réel peuvent interagir sur le programme musical et choisir les morceaux qu'ils souhaitent. Donc on a un brevet sur ce service, on est les seuls à le proposer en France, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Aujourd'hui, ça nous permet de créer un réel lien entre la radio et les auditeurs, la radio aussi et les groupes, qui permettent de partager en fait leur création sur l'antenne. Et on sent à travers aussi ces choix entre le DAB+ en 2010 qui amène la radio vers la numérisation, et l'idée de se servir des nouvelles technologies pour renforcer l'interactivité et la proximité avec nos auditeurs, fait que l'idée de convergence était déjà là. Elle était déjà dans nos têtes dès les premières années.
Et donc c'est vrai que là, plus les technologies avancent et plus on voit le DAB+ s'installer en Europe, plus on sait que le choix qui a été fait en 2010 était le bon. Après, malheureusement, c'est vrai que ça met énormément de temps à se déployer en France. Et les difficultés, je dirais, pour nous le DAB+ aujourd'hui, c'est plus un sujet, même si évidemment on s'impliquera et on sera toujours force de proposition sur ce sujet. Je pense que le but, c'est de passer aussi aux réflexions qu'il peut y avoir autour de la convergence entre le DAB+, la FM et l'IP. La radio, ce qu'on appelle la radio hybride. Alors on voit que toi-même et ta radio en général, vous êtes très tourné sur l'innovation. Ta radio fait partie du SNRL, c'est l'un des 2 syndicats de radio associative en France, avec l'autre, la CNRA. Oui. Alors tu as été d'ailleurs délégué national chargé du numérique au sein du SNRL. En quoi le DAB+ et ces sujets de manière générale sur le numérique sont importants pour l'univers des radios associatives? Ce sujet-là, il est très important parce que c'est la technologie qui permettra aux radios associatives d'exister, en tout cas de rester dans le paysage radiophonique dans le futur. C'est-à-dire que on a vu que les grandes ondes se sont éteintes récemment. Il y a quelques années maintenant, mais en tout cas à l'échelle de la radio, c'est récent. L'AFM viendra probablement aussi à disparaître. Enfin, tout ce qui est analogique, de fait, va bientôt disparaître. Donc, le seul moyen aujourd'hui de maintenir ce lien avec les auditeurs et cette indépendance, c'est le DAB+. Donc en fait, là où on a sensibilisé les radios sur ces thématiques-là au début des années 2000, autour de 2010-2015, quand on militait pour que les radios s'intéressent à ces sujets, c'était aussi qu'elles se questionnent sur leur avenir et qu'elles se positionnent sur ces nouvelles ressources. Après, c'est vrai que la radio est installée, elle a été peu bousculée par la montée en charge d'Internet au départ, c'est-à-dire que la radio a bien tenu, on va dire que d'ailleurs qu'elle tient encore assez bien. On commence à voir un peu des signes de faiblesse sur les 5-6 dernières années, mais globalement elle a bien résisté et c'est vrai que le changement fait toujours un peu peur. Alors, le numérique, ce n'est pas que le DAB+, il y a aussi la présence sur IP. Alors, tu nous as déjà un peu parlé de Sun et de ses web radios. Quelle est la stratégie pour les radios associatives en général, notamment pour être présents sur les grandes plateformes? On sait que la plupart des radios associatives sont encore absentes de radio player. Donc, quelle est la stratégie pour le monde associatif pour être présent sur l'IP? Je pense le gros changement, et ça les radios doivent en prendre conscience, c'est que on voit que la convergence des différents mondes est en train de s'accélérer, que les acteurs type Spotify, Deezer et autres viennent clairement sur nos plates-bandes, c'est-à-dire qu'on a vu des plateformes de streaming musical se transformer en producteur de podcasts et au fil de l'eau devenir petit à petit des programmes proches des programmes tels proposés par les radios. Et je pense que la stratégie des radios doit aller dans le même sens. C'est-à-dire que on a non seulement une légitimité mais le savoir-faire. C'est-à-dire que des podcasts, quand on y réfléchit, toutes les radios sont déjà équipées pour faire du podcast, savent faire du podcast, elles font du replay. Les termes sont un peu différents, mais elles savent faire des radios, elles savent faire des chroniques. Et donc en fait, c'est cette trajectoire-là, je pense qu'il faut embrasser. Donc avec les moyens effectivement des uns et des autres, et puis les idées, parce que je pense que chaque radio doit défendre aussi sa ligne et sa manière de faire. Mais je dirais la présence des radios sur les plateformes, c'est qu'une simple formalité. C'est quelque chose qui doit être fait, qui prend aussi du temps, parce que c'est un peu comme quand les radios sont arrivées avec leur site web. Il a fallu développer des sites web. Au début, il n'y avait pas forcément une urgence
pour les éditeurs, et aujourd'hui ça paraît complètement absurde ou décalé d'imaginer ne pas être présent sur les réseaux sociaux ou de pas avoir de site internet. Je pense qu'en fait là c'est pareil, ne pas être présent sur les plateformes de streaming, c'est contre-productif parce que ça permet quand même d'être autant de points de contact avec nos auditeurs. Après, je pense que l'équilibre qui doit se trouver, c'est un équilibre où on va proposer nos directs et quelques contenus audio sur ces plateformes, mais nos contenus premium ou nos archives, elles ne doivent être consultables que via nos sites internet. En fait, c'est là où c'est une stratégie qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez les radios privées et même chez Radio France aussi. Et chez Arte et chez plein d'éditeurs, parce qu'en fait maintenant c'est là où la convergence, ou en tout cas les modèles de la télévision se retrouvent aussi dans la radio, ou peuvent s'appliquer à la radio. Et je pense que voilà, tout ça se met en place tranquillement. On voit aussi que dans le monde du podcast, les choses sont en train d'évoluer. Les radios peuvent aussi aujourd'hui clairement se positionner comme producteurs de podcasts. Aujourd'hui, on a nous des bénévoles qui viennent avec des projets de production de podcasts qui peuvent ou non être diffusés à l'antenne. Donc, il peut y avoir vraiment du podcast natif produit par nos radios. Et en fait, c'est ce modèle-là qu'il faut effectivement développer. On en a largement les moyens parce que on peut aussi faire de la coproduction. Et globalement, je dirais le fait d'être aujourd'hui absent de Radio Player, pareil, n'est qu'une histoire de timing. Il y a juste une question aussi économique qui fait qu'aujourd'hui l'audience sur TuneIn est certainement beaucoup plus importante que Radio Player, et c'est gratuit. Donc on en revient aussi au choix et à la stratégie de chaque radio, où si un service n'a pas fait ses preuves encore, c'est pas parce qu'il est forcément mauvais, c'est juste qu'il faut lui laisser le temps. Et donc la présence des radios associatives sur Radio Player se fera peut-être un moment ou un autre, sachant que elle embarque un service qui est très intéressant pour nous, c'est le fait de relier les auditeurs à nos contenus, soit de manière hertzienne en proposant, et c'est cette dimension-là qui est évidemment importante pour nous, soit la dimension hertzienne de pouvoir nous écouter en FM ou en DAB+, et de pouvoir créer des passerelles avec les services de contenu qu'on peut proposer. J'évoquais aussi tout à l'heure le fait que sur Sun, nous on a un service de dédicace en temps réel qui est disponible sur notre site et sur notre application. C'est vrai que si ce service-là, il n'est pas disponible sur Radio Player, c'est un manque. Donc en fait, s'il y a un coût important pour être présent sur cette plateforme, mais on n'a pas de visibilité ou d'audience à les capter supplémentaires, aujourd'hui autant prendre le temps de laisser ce service s'installer, se développer, et à partir du moment où effectivement il y aura une pertinence à y participer, on y sera. Ok. Alors parlons des syndicats des radios associatives. Il y a deux principaux syndicats, le SNRL, dont Sun fait partie, et aussi la CNRA. Qu'est-ce qui fait leur différence? Est-ce que c'est juste deux familles historiques des radios libres qui ne se sont jamais rejointes, ou il y a aussi des différences, disons, philosophiques ou stratégiques importantes? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus des différences territoriales. Historiquement, je pense que c'est vraiment les deux syndicats, politiquement, ne se sont pas entendus, et c'était plus des histoires de personnes. Tout ça est en train un peu de passer. Je pense qu'on a beaucoup de discussions avec la CNRA en ce moment sur un certain nombre de sujets, que ce soit la convention collective, que ce soit les sujets liés à la transition numérique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et SNRL et CNRA ont compris qu'elles ont plutôt intérêt à échanger, discuter. C'est d'ailleurs le cas sur le sujet de Radio Player, où la décision commune qui a été prise par les deux syndicats, c'était de dire on attend et on appelle à la prudence les radios, sans forcément dire que le service est inintéressant, mais juste il est peut-être pas prioritaire pour nos radios. Donc
là-dessus, je pense que, et d'ailleurs que ce soit aussi sur un autre sujet comme le DAB+, où les radios, quelles qu'elles soient, les radios associatives, qu'elles soient au SNRL ou à la CNRA, sont confrontées aux mêmes difficultés. Et donc, si on peut apporter des réponses communes, c'est beaucoup plus simple parce que ça permet quand même de pouvoir profiter des expériences des uns et des autres. Et puis apporter des vraies réponses aux questions que se posent les radios associatives. Alors, on va atteindre le 2e anniversaire de la pandémie, le Covid-19. Le Covid-19, comment les radios associatives ont été affectées par cette pandémie? Au départ, je pense que les radios ont été contraintes surtout vis-à-vis de leurs bénévoles, puisque les émissions produites par les bénévoles ont dû se sont plus ou moins arrêtés ou ont été suspendus quelques semaines. C'est vrai que les radios associatives ont fait preuve quand même de beaucoup d'ingéniosité parce qu'il y a pas mal d'expériences qui ont été faites et ça a poussé aussi les radios à se re-questionner sur leurs outils, sur la possibilité de prendre la main à distance de leurs outils de production, de programmation, etc. Pour notre part, c'est vrai qu'on a été assez peu mis en difficulté sur l'aspect technique parce que on avait déjà commencé à déployer des outils où nos bénévoles peuvent pratiquement préparer toutes leurs émissions à distance, de la mise en onde de leurs émissions jusqu'au fait de pouvoir aussi ajouter les morceaux de musique qu'ils veulent proposer dans leur programme. Après, en fait, je pense que ça a été compliqué, beaucoup plus compliqué dans notre travail du quotidien, évidemment avec nos partenaires qui ont eux été touchés. Donc habituellement, le fait de laisser la parole aux différentes structures avec lesquelles travaillent les radios locales, c'est beaucoup plus cet aspect-là qui nous a impacté, du fait que le financement des radios associatives dépend aussi de la qualité des contenus produits et de l'implication de chaque radio sur son territoire. Et c'est vrai que c'est là-dessus où on a été un peu bousculé parce que par rapport à nos travails habituels, il fallait proposer des formats un peu différents ou essayer de mettre en avant les difficultés plutôt de ces structures à l'antenne en essayant de les accompagner et de leur donner la parole pour expliquer où elles en étaient et essayer aussi dès que c'était possible de valoriser les actions qui étaient menées, donc soit par des contenus produits en ligne ou quand il y avait des fenêtres possibles de spectacles, on essayait évidemment aussi d'être à leur côté. Ouais. Alors la France, a l'un des paysages radio les plus riches au monde, avec toujours une présence très forte au niveau local. Alors c'est grâce bien sûr notamment au secteur des radios associatives, toujours très fort, mais aussi à la famille des radios indépendantes privées de catégorie B. Quels sont vos rapports entre ces deux grandes familles? Je dirais qu'aujourd'hui on a peu de choses à voir. Je dirais par rapport à ce que j'évoquais, je pense que les radios de catégorie B qui sont sur les territoires vont quand même avoir des modèles de radios qui sont très proches des radios commerciales. C'est vrai que les radios associatives aujourd'hui sont sur un traitement de l'actualité qui va peut-être beaucoup plus prendre son temps, vont mettre peut-être aussi plus d'énergie à travailler sur des formats type des reportages, faire du terrain. Elles le font aussi grâce à leurs bénévoles parce que en fait être présent sur le terrain c'est aussi cette ça coûte pour les radios commerciales, ça coûte cher, alors que une radio associative naturelle a aussi ces ressources là. Donc je pense que en termes de radio je pense qu'il y a une belle complémentarité. Et c'est cette complémentarité-là qu'il faut conserver.
Le but n'est pas de se mettre en concurrence vis-à-vis des radios commerciales. Je pense que les radios commerciales font très bien leur travail, ont leurs auditeurs, savent aussi comment stratégiquement faire évoluer leur projet radiophonique. Je pense que les radios associatives aussi savent travailler ensemble. On le voit à travers les fédérations ou sur des plateaux communs, elles travaillent ensemble. Je pense que on a chacune nos forces, et après je vois pas par contre de synergie mis à part sur l'aspect technologique, où là on a tous intérêt à travailler ensemble, ou en tout cas à pouvoir se parler et discuter. Donc sur le plan technique et stratégique, on évoquait tout à l'heure Radio Player, on évoquait le DA+, je pense que sur ces réflexions-là, on a tout intérêt à s'entendre, puisque nos besoins sont les mêmes, nos réflexions sont à peu près les mêmes, et après, une fois que ces sujets-là sont traités, eh ben on peut batailler, ou en tout cas travailler sur une diversité de contenus qui participe à l'identité de chaque radio, à la personnalité de chaque radio, et qui fait qu'on offre aussi aux auditeurs une qualité radiophonique qui est intéressante et qui correspond aussi justement à ce dynamisme qu'on a en France par rapport à la richesse du paysage. Pierre Boucard, je te remercie pour ton intervention, et bonne chance à Sun, et notamment pour le lancement à venir de Sun Junior. Mais merci beaucoup. Et à très bientôt. Des ondes Vocast.